Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Nous sommes en direct avec vous pendant 1 heure sur Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, nous allons parler de films, qu'ils soient grand public, muets, d'art et d'essai ou documentaires. Tous, ils nous racontent des histoires. Alors plus question de se faire des films, puisque nous allons passer derrière le rideau et découvrir de quelle manière les films prennent vie, quel chemin ils parcourent avant d'être projetés sur petit ou grand écran, pour nous interroger, nous divertir ou même nous faire couler parfois des larmes sur les joues. Alors des histoires, moi je vais pas vous en raconter, mais mes invités très certainement, car pour eux les films, les tournages, c'est toute leur vie, ou enfin une bonne partie. Et tant mieux parce que nous, spectateurs, on adore ça, les histoires. Qu'elles soient vraies ou inventées, qu'elles nous fassent rire ou pleurer, on en veut plein nos placards, nous, des histoires. Et ou tout au moins remplir notre vie des plus belles. Alors avec moi dans le studio et en duplex, 4 invités, tous passionnés de cinéma. Dominique Deldic, vous êtes vice-président de Cinéphilex, une association qui promeut le cinéma d'art et d'essai à Aix-les-Bains. Bonjour Dominique. Bonjour Anne. Anya Unger, vous êtes auteure-réalisatrice de films documentaires et vous vous intéressez beaucoup aux histoires du passé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour. Et on peut voir vos films, entre autres sur Arte, France 3. Bonjour Anya. Gilles Élie Descosac, bonjour. Donc en plus d'être artiste visuel, graphiste, photographe, vous êtes aussi auteur-réalisateur de films, alors documentaires, en lien, entre autres, je dis bien entre autres, avec la culture créole, mais aussi de programmes courts, avec un premier long-métrage cinéma, Zépon, une fiction sortie en salle cette année, qu'on pourra voir d'ailleurs dès mercredi au Victoria à Aix-les-Bains. Absolument, avec le concours de Cinéphilex. Et on a hâte. Et enfin, en duplex, René Bonnel. René, bonjour. Bonjour. Alors, on dit de vous que vous êtes un expert en cinéma, et étant celui qui comprend le mieux l'économie du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, vous avez un background dans le cinéma et la télé plus qu'important. Vous êtes l'un des fondateurs de Canal+, avec Pierre Lescure. Vous dirigez ensuite le cinéma au sein de la chaîne. Vous avez été directeur de la Fémis. Vous étiez également à la tête de Gaumont Distribution pendant 5 ans, je crois. Et avant de devenir directeur de la stratégie de France Télévisions, producteur de cinéma et écrivain. Ça en fait, hein ? Oui, mais ça en fait, oui. Mais c'était avant. C'était avant. Mais je crois que vous continuez à vous nourrir de cinéma et à avoir une activité. Absolument. Je m'implique encore beaucoup. Bon. Alors, les histoires de cinéma, vous aussi, vous en avez vécu, et puis vous les racontez, même dans des livres. Itinéraire d'un distributeur gâté, La star et son complexe. Alors, vous racontez des anecdotes dans le cinéma, mais aussi des romans. Mm-hmm. Oui. Très bien. Alors, une question que je vais tous vous poser ici, puisque tous en commun, vous avez ce goût pour les histoires, donc celles que vous créez, que vous racontez, que vous vivez aussi. Pourquoi ce goût pour raconter des histoires ? Ou en être le passeur ? C'est à moi que vous s'adresse la question, oui. Alors, je m'adresse à tout le monde, mais allez-y. Non, mais je pense que le cinéma a une spécificité, c'est-à-dire que c'est là, je vais pas tartiner des évidences, mais la magie, etc., de la salle, la projection dans l'écran, telle comme en psychanalyse. Mais c'est surtout une façon de raconter de manière ramassée des développements qui prendraient des pages et des pages en littérature, par exemple. Donc, parce qu'on peut jouer tous les sens, et c'est celui qui, en même temps, vous aliène le plus à l'histoire, parce que vous êtes dans le sens, votre regard est dans le sens de la projection, donc vous vous projetez dans l'écran, et en même temps, vous êtes très passif. Donc, vous êtes très ouvert aux émotions, même les plus fondamentales, les plus simples, et il est très difficile de rompre. Alors, quand on s'ennuie, on rompt. Mais alors après, au cinéma, c'est l'art dans lequel on s'ennuie le plus. Parce que, alors on peut quitter, mais enfin on se sent aliéné, on se dit que le plan suivant sera plus intéressant. Mais c'est comme un train qu'on regarde sur une gare,
et qu'on ne prend jamais. Bon, mais enfin, dans l'écrasante majorité des cas, c'est pas ça. Donc voilà, c'est la force de persuasion, la façon de la gestion de notre imaginaire qui m'a toujours séduit. Très bien. Dominique, vous voulez réagir ? Oui, au sein de Cinéphilex, en tant que passeur d'images, nous, on se contente de passer les images des autres. On ne crée pas. Des images et des histoires. Oui, parce que toute image elle sous-tend une histoire ou l'inverse. Et nous, notre souci, c'est de faire une programmation et on passe ou on choisit un film parce qu'on l'a aimé et on veut le faire partager. Mmh. Que ce soit un film récent, puisque ça rentre dans nos fonctions, bien sûr, que ce soit un film de patrimoine, pour les films qui ont généralement plus de 20 ans, des films de patrimoine historique, comme récemment nous avons fait une séance spéciale, une semaine spéciale sur Jean Vigo, ou que ce soit du film documentaire. On est ouvert à tous les genres, mais c'est surtout le partage. Ania ? Je dois dire, c'est une question qui est vraiment difficile, parce que quelque part, je me dis, ok, pourquoi moi, j'ai envie de raconter des histoires aux autres. Je pense un peu à mes débuts, ce qui a fait le déclic que je me suis dirigée vers la réalisation de films documentaires. En fait, ça s'est fait un peu en étapes. J'avais découvert le monde des images en mouvement et j'étais extrêmement fascinée par la force de l'image, par tout ce qu'elle peut porter, déjà en lien avec le réel. Mais je dois dire, une fois que j'avais décidé, j'ai envie de faire ça, j'ai mis quand même 5 ans avant de faire un film, parce que pendant tout ce temps-là, je me suis dit, je suis pas prête, je n'ai rien à dire. Il faut que ça soit suffisamment conséquent pour amener les spectateurs avec moi dans une sorte de voyage, je dirais. Mmh. Et Gilles, vous les faites voyager, les spectateurs ? Alors moi je crois qu'en fait tout le monde raconte des histoires, tout simplement parce qu'en fait on est des animaux sociaux. Et je pense même que Robinson sur son île déserte en fait devait se raconter des histoires à lui-même. Donc voilà, en fait la question c'est peut-être pourquoi des gens choisissent de raconter des histoires en faisant des films, en faisant de la musique ou de la photo. Enfin voilà, ça c'est une autre question, mais voilà, je pense que c'est dans la nature humaine de raconter en fait des histoires. Enfin, c'est un moyen de communication et de contact avec l'autre. Puis voilà, parfois en fait les histoires en fait c'est des mensonges, parfois c'est comme le cinéma. Enfin, une partie du cinéma c'est du mensonge et parfois en fait c'est de la réalité comme du documentaire. Ceci dit, après on pourrait rentrer sur la définition de ce qu'est un documentaire. Je vois Ania qui veut réagir. En fait, je voulais aussi revenir sur ce que disait René au téléphone. Il parlait de psychothérapie. Mm-hmm. Et effectivement, moi, quand je fais des documentaires, assez souvent, j'ai l'impression, avec les personnes qu'on filme, on est ensemble et on vit comme une sorte de catharsis. La caméra est un peu là comme un verre grossissant. On partage un moment très fort. Souvent, c'est assez chargé d'émotions. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. C'est quelque part, oui, comme une pièce, un chaînon manquant entre différentes personnes qui se rencontreront jamais physiquement. Celui qui verra le film, celui qui a participé au film. Mais on partage quand même un vécu. Donc là, même, est-ce qu'on peut dire que finalement aussi l'intérêt de la transmission peut venir en fait pendant cet échange, pendant ce témoignage aussi que vous pouvez avoir Je pense qu'en tant qu'être humain, on s'inscrit comme, je dirais, dans une ligne temporelle et on a envie de savoir ce que ceux qui nous ont précédés ont pu vivre ou peut-être quelqu'un qui vit la même chose. Pourquoi on fait des films sur l'école, sur l'éducation, sur des événements dramatiques du passé, parce que on veut comprendre ça, on veut aussi être entre guillemets armé si jamais on était dans la même situation, on veut avoir retracé différents chemins. Il n'y a pas une seule école, il n'y a pas une seule façon de donner des cours à des enfants. Donc là, le documentaire ouvre un peu les fenêtres vers la diversité. Alors René, comment se porte le marché du documentaire et aussi le... Justement, c'est à quoi je pensais en vous écoutant,
c'est que le documentaire a pris une importance majeure dans l'économie du dispositif. D'abord, il faut relever qu'à Cannes, il y a eu plusieurs documentaires qui ont eu la Palme d'Or, depuis Le Monde du silence de Cousteau jusqu'entre les murs. Et parce que, simplement en saisissant le réel, on se rend compte qu'il est beaucoup plus riche en imprévus, en rebondissements, en originalité, etc., que certaines fictions qui, certes, sont chaque fois inédites, mais reproduisent souvent les mêmes archétypes, notamment à la télévision. Donc, je crois que c'est la force aussi du cinéma, c'est de balayer large, et que, par exemple, il sort de plus en plus de documentaires en salle, parce qu'ils prennent tous un aspect très fort, une grande originalité, et font des résultats pas aussi forts que les grosses machines américaines, mais plus qu'honorables. Donc, c'est une nouveauté. C'est comme le cinéma d'animation. Il y a actuellement le Festival d'Annecy, mais où la France se distingue particulièrement. Mais le cinéma est multi-support, la documentaire, fiction, animation, etc. Et c'est pas fini. C'est ça aussi qui en fait sa richesse, en dépit des difficultés qu'il traverse en ce moment. Donc en fait, quelque part, j'allais vous poser en fait la question, à quoi aussi on reconnaît un bon film dans ce que vous avez pu dire. Pardon ? Chacun doit interroger sa subjectivité. Je pense que entre les résultats en salle, l'écho qu'il a auprès du public et sa qualité, ce sont deux variables indépendantes. C'est comme les prix littéraires. Vous avez de très bons livres qui ont de bons prix, qui ont le concours, et de mauvais livres qui ont le concours. Bon, donc, le cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous dites qu'il a fait X millions d'entrées, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un grand film, un beau film. Les gens ont eu du plaisir à le voir. Il est d'accès facile, il entre guillemets distrait, et il utilise un certain nombre de procédés qui sont en général assez efficaces. D'accord, donc on peut quand même, est-ce qu'on peut quand même prédire néanmoins un succès cinématographique? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Ça c'est faux. Non, ça c'est. Bien sûr, on peut se dire que quand vous voyez Top Gun, tout ce qui est fait autour, comme le précédent à 30 ans, donc des gens qu'on se dise, avec toute la promotion qu'il y a eu à Cannes, qu'il va marcher. Bon, et effectivement, il a marché. Mais de manière générale, quand un film sort sans une marque initiale, simplement en utilisant comme dans les comédies le quiproquo, le couple, l'adultère, etc., ça peut marcher comme ne pas marcher. Inversement, et s'il marche, ça veut dire que c'est un film qui soit pas facile, vulgaire, et voilà. Inversement, vous avez des films très pointus du cinéma d'auteur, ce qui ne veut rien dire, c'est comme parce que tous les réalisateurs sont des auteurs, mais enfin bon, bref, ces films-là, qui sont de grande qualité, qui ont une très bonne critique, n'ont aucun écho. Ça ne veut pas dire pour autant que Jean Vigo, on parlait de Jean Vigo tout à l'heure, quand il a fait La Talente, ça a été un désastre, il a fallu changer le titre du film, qui est devenu Un chaland qui passe, ma mémoire est bonne, et donc, qui a pu connaître un succès d'estime, et maintenant est inscrit au panthéon de l'art cinématographique, comme certains films de Renoir. Bon, donc, ce sont deux données, on ne peut pas ni anticiper, ni dire « Ah, il a bien marché, ça veut dire que c'est un bon film ». Il a bien marché parce qu'il a plu au public, il n'est pas forcément mauvais, et inversement. Alors ça veut dire qu'il y a des tendances aussi, peut-être par rapport à l'actualité, par rapport... Oui, il y a des tendances. Et puis vous parliez de Top Gun, on peut aussi s'interroger en se disant, est-ce que aussi il n'y a pas une nostalgie derrière? Oui, parce que à la différence des autres films de Tom Cruise, ça a été fait il y a 30 ans. C'est un remake d'il y a 30 ans, tandis que les autres Tom Cruise, c'est 6 ou 7 ou 8, je ne me souviens plus. Bon. Donc, c'est ça qui a fait l'événement, je pense, et la musique. Bon. Donc, d'ailleurs, à regarder de près, si vous analysez ce film, vous vous rendez compte que sont allés le voir les quarantenaires, les cinquantenaires qui avaient la nostalgie du premier Tom Gun et de sa musique archi connue, et les jeunes qui ont voulu voir ce que c'était parce que la publicité a joué, que leurs parents leur en ont parlé. Donc il a explosé et il continuera à bien marcher.
Mais à côté de ça, il y a des films très pointus qui font une poignée de spectateurs et qui sont de grande qualité. Mais en même temps, l'insuccès en salle ne veut pas dire que ce sont tous des chefs-d'œuvre méconnus. Beaucoup de réalisateurs se consolent, et c'est bien humain comme ça, en se disant oui, c'est pas marché, mais j'ai une belle critique. Ça ne veut rien dire. Comme un acteur, c'est pareil, on vous dit avec lui ça va marcher. Non, ce sont les films qui font marcher les acteurs, et pas les acteurs qui font marcher les films. Il y a autant d'exemples de gros échecs avec les stars que de succès. Les Américains disent que la vedette c'est le film. The star is the movie. Donc, et c'est vrai. En plus, sur le plan purement économique, quelquefois on dit je vais m'offrir cette star ou ces stars. Le film ne marche pas et c'est de lourdes pertes. Parce que la première semaine, la notoriété des intéressés fait un peu venir de public, et la deuxième semaine, parce qu'il déplaît, le film s'effondre. Donc, c'est vraiment ce qui fait la noblesse de ce métier. Vous êtes toujours un peu à jouer à la roulette. C'est la magie de la vie. Voilà. Dominique ? Oui, je voulais rebondir un peu sur ce qu'on disait il y a un instant sur le succès du documentaire en salle. C'est un format dont on a longtemps pensé qu'il était destiné à la télévision. On voyait ça sur Arte. Or, il y a un profond désir de voir ça en salle. Un sondage que nous avions fait auprès de nos adhérents il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il ressortait qu'ils désiraient que l'on programme pendant l'année 3 à 4 fois des documentaires. Et par exemple, les dernières semaines, on a eu droit chez nous comme programmation Little Palestine, d'Abdallah Al-Khatib. On a eu 5 nouvelles du cerveau de Jean-Stéphane Bron, et puis 2 documentaires pour lesquels on a pu inviter le réalisateur. Retour à Reims, Jean-Gabriel Perriot, et puis un petit peu plus avant dans le temps, Retour à Raqqa, avec Xavier de Lausanne. Et c'est un plus quand on a un invité qui vient parler de son film. Et à chaque fois, on constate qu'il y a une audience qui n'est pas négligeable. N'est-ce pas, Gilles et Lydie Kozak, puisque vous allez aussi être là mercredi pour la présentation de Zépon. Je sais qu'avec un temps d'échange avec les invités après le film... Oui. Oui, bon, très bien, vous m'aidez bien, merci. Vous attendez la question ? Oui, alors la question, en fait, donc c'est un film sur qui le documentaire. Très bien. Alors, je vais passer alors sur les films fiction. La question est par rapport à votre film qui est tourné aussi aux Antilles avec des Antillais. Et je sais que vous aviez une volonté de voir aussi un petit peu comment ce film allait marcher sur l'Hexagone, dans l'Hexagone. Oui, effectivement, c'est l'histoire, le point de départ est aux Antilles, mais c'est pas un film antillais, c'est pas un film destiné aux Antillais. C'est un film que je veux en fait universel. Alors peut-être qu'en fait le lien il se faisait par rapport au documentaire, parce qu'effectivement je viens du documentaire, c'est ma première fiction. Et je me suis appuyé aussi sur mon expérience, en tout cas de documentaire, pour tourner ce film, c'est-à-dire dans la manière d'approcher les gens, dans la manière de tourner, et puis dans ce que je raconte. Donc voilà, c'est une fiction, mais c'est ancré. En fait, c'est une fiction qui est ancrée dans un réel. René, je voulais, pour finir aussi, je voulais savoir un petit peu depuis le Covid, comment va le cinéma, comment se porte-t-il ? Comment il va ? Bon, il y a eu en 2020 et 2021 au total, sauf erreur de ma part, 150 ou 160 jours de fermeture des salles, ce qui est beaucoup. La fréquentation en 2020 a fait à peu près, repris un peu de quelques entrées, avec 96 millions d'entrées à comparer aux 200 millions de moyenne des années 2010. Et en 2021, non là, excusez-moi, c'est 2021 que je vais parler. Et en 2022, moi j'estime qu'il sera sur une hauteur de 150 millions. Il mettra encore une année à retrouver, bon, sauf s'il n'y a pas de nouvelles
pandémie et de nouveaux événements, à reprendre le chemin de 200 millions. Je vous rappelle que quand Canal+ avait été créé en même temps, et que se développait la vidéo, ça a fait beaucoup de mal aux salles, plus la vidéo que Canal+ d'ailleurs, parce que Canal+ apportait beaucoup d'argent pour la production. Et ce qu'on dit pas très souvent, c'est qu'en 1991, par exemple, il n'y avait que 117 millions d'entrées. Donc on est reparti à la hausse petit à petit, grâce à un certain nombre de mesures dont je vous ferai grâce. Et là, je suis d'un optimisme raisonné. Je pense qu'on aura 180 millions à 200 millions, pas en 2021, mais certainement pas en 2022, mais certainement en 2023. René Bonnel, vous avez une question de Gilles et Lydie Kozak. Oui, on parle beaucoup on a beaucoup parlé, on parle encore beaucoup avec la pandémie, en fait, d'un changement de comportement, en fait, des spectateurs. C'est-à-dire que, voilà, en fait, la pandémie a marqué un peu l'essor, en fait, des plateformes de distribution. Netflix, Amazon Prime, etc., etc. Et donc, moi, j'entends beaucoup dire que c'est plus la même population, en fait, qui revient au cinéma. Voilà. Alors il y a les fidèles, en fait, qui est une population un peu plus âgée, mais en fait, voilà. Alors, mis à part les grosses productions américaines, voilà. Mais voilà. Moi, en tout cas, la désaffection des jeunes pour le cinéma est déjà très ancienne. Je ne vais pas vous faire des statistiques, mais elles sont très parlantes. Dans les années, à la fin du XXe siècle, ils représentaient une petite moitié de la fréquentation, pour ce qu'on appelle les moins de 24 ans. Et 10 ans plus tard, ils en représentaient plus qu'un quart. Donc là, mais ça n'a rien à voir avec la pandémie, c'est une tendance liée au développement de la vidéo, Internet, les jeux, blablabla. Bon. Et puis aussi à l'offre. L'offre française est de très grande qualité, elle est souvent récompensés dans les festivals internationaux, mais il y a quand même un problème d'adéquation de l'offre. Les jeunes le vrai sujet, c'est qu'ils vont voir de moins en moins les films français. Le problème est là, et qu'il faut avoir une offre aussi qui corresponde un tout petit peu plus à leurs attentes. Alors, c'est pas difficile c'est facile de le dire et très difficile à faire, je le reconnais. Mais le renouvellement de la population cinéma, il se fait avec une grande difficulté, puisque elle vieillit plus vite que ne vieillit la France entière. Donc là, c'est un vrai enjeu, un vrai débat. Il faudra que les pouvoirs publics, ainsi que la profession, se penchent sur cette idée-là. Bon, on va marquer une pause musicale avec la Dolce Vita, le film, la musique, de Nino Rota, de la Dolce Vita de Federico Fellini. Merci beaucoup René Bonnel d'avoir été avec nous. Merci. Écoutez, je vous souhaite bien poursuivre et bonne chance à ceux qui vont connaître ce festival et films dans les salles. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, vous venez de franchir les portes de l'épicerie culturelle du territoire, où aujourd'hui les questions de films. Alors on vient d'écouter la musique de la Dolce Vita de Federico Fellini. Anya, est-ce qu'on peut dire que Fellini c'était un réalisateur qui vous a influencé, qui vous a porté ? Alors là, je vais être très franche, non. Voilà, très bien. Alors, quels sont vos modèles ou est-ce que vous en avez Oui, alors en documentaire, j'ai deux réalisateurs qui m'ont vraiment marqué. L'un est américain, c'est Robert Kramer, qui a fait Route 1 USA. Donc, dans ce film, il a traversé les États-Unis, c'est son pays d'origine. Entre-temps, il vivait en France. Et il a fait, quand on pense, c'est que c'est un projet absolument gigantesque, démesuré, de vouloir raconter un pays, son identité à travers un voyage dans un film, même s'il est long, c'est mission impossible. Et lui, il a fait ça avec un alter ego, le doc, donc
un docteur qu'il appelait The Doc. Et c'était très, très intelligent parce qu'il a réussi à mettre le doigt à chaque fois sur des problématiques, je dirais, très prégnantes, très actuelles aux États-Unis. Donc ça, c'était vraiment un film très marquant. Et aussi Johan van der Keuken, qui est donc néerlandais. Les deux ne vivent plus aujourd'hui. Donc, Johan van der Keuken, il a fait notamment Amsterdam Global Village. Pareil. Je ne dirais pas que je connais. Il faut découvrir absolument. Ça se trouve. Vous regardez sur Internet. Il y a certainement des offres VOD. Voilà. Donc ça, c'est pas pour le documentaire. C'est deux personnes qui m'ont inspiré. J'ai vu Elie qui faisait... Oui, Johan van der Keuken, Robert Kramer, enfin, voilà, ça fait partie aussi de mes références à moi. Et voilà, alors après, à titre personnel, moi, il y a un film, en fait, que je regarde à chaque fois que je vais tourner, alors que c'est pas vraiment mon écriture, c'est Alice the Goddess de William Klein, qui est donc le film qu'il a fait sur Mohamed Ali, au moment, en fait, qui retrace, en fait, la manière dont il est revenu en fait après sa suspension de sa couronne mondiale, puisqu'il n'avait pas voulu partir au Vietnam. Voilà. Et c'est un film en fait qui reste en fait d'une modernité incroyable, avec un personnage aussi qui est plus grand que nature. Mais voilà, en fait, je partage en fait tes références, Ania. Voilà. Et pour Fellini, en fait, voilà, moi, ça fait partie effectivement des réalisateurs, de mes réalisateurs fétiches. Et vous, Dominique ? Oui, pour Fellini, ce que je regrette, c'est qu'actuellement, il est un peu tombé en purgatoire. Il passe une phase, la télé, peut-être que les gens, on ne sait pas bien quelle est l'audience, mais en salle, quand il y a des ressorties de Fellini, il y a peu d'audience. Ça fait très longtemps que j'ai pas. Oui, donc je pense qu'il avait peut-être besoin de cette phase de purgatoire, mais je regrette, parce qu'il fait pas beaucoup d'audience. C'est quelqu'un qui a un environnement très particulier et qui demande à être un petit peu exigeant. Et aujourd'hui, on consomme plus que... On ne donne pas beaucoup d'importance à l'exigence. Non, moi je trouve que ça reste d'une poésie, d'une magie incroyable. Oui, certainement. Alors, Gilles et Lydie Kozak, on dit de vous, de vos films en tout cas, qu'ils sont pleins de magie. Quel regard vous portez sur ce qualificatif? Je l'accepte. Enfin voilà, je ne pars pas. En fait, quand je fais des films, que ce soit des documentaires ou de la fiction ou autre, je pars pas avec l'idée de faire de la magie ou de la poésie. Voilà. Mais force est de constater, en tout cas les retours que j'ai, en tout cas sur tous les films, en fait, effectivement, c'est le qualificatif qui revient souvent. Donc. Mais peut-être que vous l'apportez en vous. Eh ben c'est gentil. Peut-être que je la porte en moi. Voilà, mais je l'accepte vraiment avec beaucoup de bonheur. Voilà, en fait, je trouve que c'est une bonne chose d'essayer de mettre un peu de poésie, de magie dans le quotidien. Alors tous les deux, Annie Unger et Gilles et Lydie Kozak, vous travaillez, au vu en tout cas de votre travail, que ce soit documentaire ou fiction, vous travaillez vraiment sur aussi une identité, sur une mémoire. Est-ce que c'est une vocation première que vous vous êtes donnée ? Il faut que je réfléchisse un tout petit peu. Enfin, je sais que ça revient toujours dans mes films, donc forcément, quelque part inconsciemment, ça doit me travailler parce que j'y retourne toujours. Alors vous êtes pour peut-être rappeler aussi un petit peu vos films, vous êtes un des thèmes principaux, en tout cas, de vos documentaires aussi, tourne aussi autour de la guerre, avec... En fait, c'est pas que je m'intéresse à la guerre, c'est plutôt, je suis d'origine allemande, je vis et je travaille en France, donc la mémoire de ces événements tragiques, dramatiques, et puis pour le côté allemand criminel, est quelque chose qui continue à travailler aujourd'hui. C'est pas parce que c'est dans le passé, c'est fini. Tant que c'est dans les mémoires des gens, ça reste des histoires douloureuses encore aujourd'hui. Donc souvent, ces histoires me trouvent
et je suis prête à les transmettre, si on peut dire comme ça. C'est un peu. Je suis très sensible à ça, et je vois des personnes qui veulent partager ce qu'ils ont pu vivre à travers leur famille, sont très touchées d'avoir une oreille attentive. Et il y a quand même beaucoup de gens qui vivent peut-être avec cette impression que personne ne veut faire attention, que ça ne vaut pas le coup d'être raconté. Et quand on vient avec une idée de projet de film, on met comme le projecteur sur cette histoire-là. Peut-être pour être un peu plus concret, votre dernier film portait sur quoi ? Alors, le dernier film que j'ai fait, c'était sur des enfants qui sont nés en Allemagne, de mère allemande, lorsque l'Allemagne a été occupée, donc tout de suite après 1945, et les pères étaient des soldats français de l'occupation. Donc ça, en soi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. En général, quand il y a une armée d'occupation, ça arrive toujours qu'il y ait des couples qui se forment et qu'il y a des enfants. Sauf que là, dans ce cas très précis, donc toute l'Allemagne a été occupée, quatre zones différentes. Dans chaque zone, il y avait des enfants d'occupation. Par contre, en zone française, les autorités ont dit très bien, ces enfants-là, c'est du sang français, on va les récupérer. Donc, il y a eu un processus qui a été créé. On est allé voir ces jeunes mamans pour les convaincre d'abandonner ces enfants et les faire adopter en France. Et donc, nous, on a filmé avec 2 personnes, deux femmes qui ont vécu cette histoire, qui ont grandi dans une famille française et qui, à un moment donné, bien évidemment, dans leur vie, ont voulu savoir d'où elles viennent. Est-ce que c'est pas une manière aussi pour vous d'explorer aussi votre histoire, l'histoire de votre pays ? Oui, mais c'est pas ma première motivation. Quelque part, je dirais, donc dans ce cas précis, par exemple, je me vois aujourd'hui comme quelqu'un qui peut très facilement voyager entre ces 2 pays, entre ces 2 langues. Et quelque part, j'avais le regret de ne pas les avoir rencontrés plus tôt parce que j'aurais pu les aider énormément. Et leurs histoires étaient très, très, très difficiles parce que grandi en France, donc oublier leur première langue, une fois qu'elles ont retrouvé leur mère, outre le fait de ne pas avoir grandi avec sa maman, constater que l'autre parle une langue étrangère, qu'on ne maîtrise absolument pas, mais tout simplement la barre de l'incompréhension très très haute. Je peux aussi vous entendre à ce sujet, Gilles et Lydie Kozak. Sur la mémoire ? Sur effectivement un travail qui est quand même tourné sur vos origines, ou en tout cas sur les Antilles. Moi, je dirais pas, en fait, c'est sur mes origines, en fait, c'est sur que je suis, alors... voilà. Oui, mais au vu de votre travail... c'est une partie de mon travail. Donc, effectivement, en fait, la partie documentaire, elle tourne là-dessus. Elle tourne en fait sur effectivement ce que je suis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Et puis, il y a peut-être qu'Ania connaît ça. En fait, il y a le côté un peu cercle vertueux ou vicieux. C'est-à-dire qu'une histoire en entraîne une autre. C'est-à-dire qu'une première histoire... qui était aux Antilles, m'a amené sur une deuxième histoire aux Antilles. Voilà, moi, j'ai pas vocation en fait à être réalisateur réalisateur antillais, réalisateur de sujets antillais. Après, il se trouve que la matière est extrêmement riche, extrêmement intéressante, et donc il y a un côté un peu pelote de laine. En fait, on prend un fil et puis on tire ce fil et il y a plein de choses qui viennent. Oui, tout à fait. Moi, j'ai cette expérience. Tout à l'heure, je disais, les histoires viennent vers moi. Et puis, parfois, moi, même si je me dis non, plus rien qui se passe avant 45, c'est terminé. J'en ai donné, j'en vois plus. Ça suffit. Et après, il y a des moments où je dis, je peux pas dire non. Et je replonge. Alors, d'une manière plus technique, en fait, comment vous préparez aussi vos interviews, parce que on se pose la question autant sur les fictions, on se dit une émotion, en fait, elle va se créer, on va donner un contexte, on peut favoriser ça, on peut écrire. Vous êtes aussi tous les 2 auteurs. Comment finalement, à travers une histoire vraie, on va pouvoir
recréer un contexte particulier, on va dire, qui va favoriser cette émotion et que nous, en tant que spectateurs, on va ressentir? Je pense en documentaire, la première chose qu'on donne, c'est le temps. C'est-à-dire la qualité des entretiens, des échanges qu'on va avoir une fois que la caméra est là, dépend énormément du temps que j'ai passé avec la personne. Soit physiquement, en général, on se rencontre plusieurs fois par téléphone. En fait, on essaye de tisser un lien sur lequel la personne peut s'appuyer aussi, parce qu'elle a besoin de moi aussi. C'est très perturbant d'être devant une caméra et de répondre à des questions en étant observé par cette espèce de cyclope. Ça travaille. Donc il faut aussi avoir un lien avec le filmeur. Qui fait oublier la caméra? C'est qui lui fait oublier? Pas forcément oublier, mais où on peut se livrer avec une certaine confiance. On sait que l'autre est pas là pour piéger rien n'est pire d'être filmé et on a l'impression que celui qui pose des questions n'écoute pas vraiment. Vous allez... Non, on s'arrête de parler quand on n'est pas écouté. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter parce que en fait, je crois que je partage exactement la même démarche qu'Ania, c'est-à-dire que moi je rencontre les gens sans caméra avant de venir avec une caméra et en gros en fait la caméra ne va venir à un moment qu'enregistrer en fait tous ces moments en fait que j'ai vécu avec ces gens-là avant. Moi je suis assez pudique, alors je suis toujours très stupéfait en fait de la manière dont les gens en tout cas peuvent se livrer, etc. Et j'ai fini par un moment entériner le fait que je sais pas, en fait, il y a quelque chose que je fais qui fait que les gens en fait oublient la caméra et se livrent même plus que ce qu'ils auraient voulu. Et voilà. Alors après, c'est une histoire de rapport de confiance et de respecter en tout cas en fait ce sur quoi on s'est mis d'accord, etc., etc. Mais voilà, enfin, je trouve que effectivement en fait la clé en fait c'est le temps et puis en fait vous parliez de comment on fait pour recréer une émotion. En fait on recrée pas en fait une émotion, en fait elle est là ou elle est pas là, mais en tout cas je pense qu'en fait dans un documentaire, enfin en tout cas les documentaristes en fait honnêtes ne cherchent pas à recréer en fait une émotion. En fait on n'est pas là en tout cas pour mettre en scène, même si très honnêtement enfin rien que le fait de cadrer quelqu'un en fait c'est un début de mise en scène. Alors, je suppose que quand vous partez dans cette aventure, en fait, parce que je pense que c'est quand même une vraie aventure, de quelle manière vous vivez une histoire? De quelle manière, quelle expérience, en fait, vous en retirez? Est-ce que ça vous fait avancer aussi dans votre vie personnelle? Est-ce que... Ouais, là, je vais faire la publicité pour le métier du documentariste. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est extrêmement enrichissant dans le sens que ça peut être un très, très grand cadeau que les gens nous font. C'est-à-dire, ils ouvrent la porte de leur vie et ils nous laissent participer pendant un temps X. Oui, on peut parler de générosité? Oui, tout à fait. Ouais. Et pour moi, personnellement, chaque film, c'est une nouvelle aventure, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles richesses. Bon, après, c'est à chaque fois avec son lot de difficultés. Parce que parfois, si on parle des gens, ils peuvent être aussi très angoissés, ils peuvent dire oui d'un coup, puis non. Et donc, il faut être prêt à investir dans cette relation aussi. Après, des contraintes purement liées au métier, qui peuvent être financiers ou juridiques ou d'organisation. Donc, on ne peut pas créer comme le peintre qui a peut-être toutes ces couleurs, tout ce qu'il faut sous les mains et démarrer. Nous, on doit quand même... rester dans un cadre à chaque fois et qu'on essaie de pousser. Alors Gilles, j'ai envie de vous poser la question, comme vous connaissez aussi et le côté de réalisation de documentaires, mais aussi de fiction long métrage, cinéma. Est-ce que vous avez une démarche différente dans votre travail, dans la manière d'aborder en fait les comédiens ou les personnes qui seront à l'écran? En vérité, non.
voilà, par exemple, je pense au casting, j'ai cherché en fait des gens qui étaient mes personnages. Voilà, donc là, vous parlez de Zépon. Oui, de Zépon, oui, sur la fiction. Enfin voilà, j'ai cherché des gens en fait qui étaient en fait mes personnages. J'ai pas cherché en fait des comédiens qui allaient jouer un rôle. Alors bon, il se trouve que effectivement, certains en fait c'est leur métier, c'est des comédiens, etc. Mais j'ai cherché en fait des gens. J'ai cherché à faire des rencontres et j'ai cherché des gens qui correspondaient en fait. Qui avait le caractère des personnages que j'avais créés, et en ça en fait moi je suis vraiment en tout cas satisfait, c'est-à-dire que j'ai l'impression en tout cas que les gens que je vois à l'écran en fait c'est les gens qui existent vraiment en fait, voilà, et qui à la limite je me suis même nourri en fait parfois en fait, puisque voilà en fait un scénario en fait c'est pas quelque chose en fait d'immuable et qui est gravé dans le marbre et qui évolue au cours de la préparation du film, au cours du tournage. Je me suis nourri aussi de ce que ces gens étaient pour enrichir en tout cas l'histoire, enrichir le caractère des personnages. Et puis après, il y a les découvertes qu'on fait au montage. On s'aperçoit que tiens, en fait, il y a une expression de visage, il y a un geste de la main en fait qui n'était pas prévu, en tout cas que je n'avais pas décrit en fait. Alors j'allais vous dire aussi, vous posez aussi tous les deux la question. En fait, quand on écrit, quand on réalise, quand on monte, quand finalement on passe un peu par toutes les étapes de la réalisation du film, est-ce que quand on est spectateur, est-ce qu'on peut être surpris ? Est-ce qu'on peut avoir des surprises ? Déjà, moi je suis surprise quand je fais le film. On a une idée, on a une intention quand on part. Et vous faites toujours rattraper par le réel, inexorablement. Et parfois, il faut dire, on vit jour et nuit avec le film jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et au moment où il rencontre son public, on est parfois surpris parce que le public réagit peut-être différemment qu'on ne pensait. Donc oui, les surprises, ils sont là tout le temps. Ah oui, en fait, moi je suis grand friand de surprises et à la limite, en fait, je laisse une porte ouverte à ça. C'est-à-dire qu'en fait, Anya doit connaître ça. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, on fait une interview et puis l'interview est finie. Et en fait, quand on continue à laisser tourner la caméra et puis la personne continue à parler et puis il y a d'autres nouvelles choses magiques qui se produisent. En fait, moi, mes films, ils sont pleins en fait de ces moments où normalement l'interview est terminée, mais la personne a continué à parler, où il se passe autre chose, où en fait. Enfin, voilà, et du coup, en fait, elle est en interaction avec quelqu'un qui était à côté, etc. En fait, voilà, moi, j'adore ce genre d'accident et je joue avec, presque je les provoque en tout cas. On va marquer une deuxième pause musicale. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Dominique Deldic, vous êtes vice-président de l'association Cinéphilex, qui propose, en tout cas qui promeut des films d'auteur, d'art et d'essai. Alors finalement, en fait, il y a une question qui me vient, c'est à quel moment on peut dire qu'un film appartient à cette catégorie ? Oui, grande question, parce que il faut référer un peu à l'histoire. Pour le cinéma d'auteur, c'est une notion qui a apparu dans les années 50, sous l'égide de grands critiques qui fondèrent les Cahiers du cinéma, dont François Truffaut, qui, à partir de 50, se sont mis à stipendier un cinéma dit classique, un cinéma académique, qui généralement faisait des adaptations littéraires. On cite généralement Delannoy, avec l'adaptation de la Symphonie pastorale, ou bien Autant Lara, qui avait adapté Le Diable au corps, qui avait adapté Le Rouge et le Noir. Donc c'était des films dites de qualité, la qualité française. Pour autant... Alors aujourd'hui, les films d'auteur ne sont pas pour autant classiques. Non, parce que à partir de là, François Truffaut a dit il faut que, pour être auteur, il faut avoir la maîtrise complète de son travail au cinéma. C'est-à-dire le scénario, faire son histoire, et puis avoir des éléments propres, personnels, qu'on va mettre dans le film, qui permettra à plusieurs films du même auteur de pouvoir dire « Tiens, je suis en train de voir un film de Truffaut. Tiens, je suis en train de voir un film de Karel Reisz. » Ou
Tiens, je suis en train de voir un film de Gilles et Lydie Kozak. Tiens, je suis en train de voir un film de Anya Unger. Par exemple, c'est vrai des frères Dardenne. Ouais. Quand bien même ils font des films chaque fois différents par l'histoire, mais on est capable de ressortir un certain nombre d'éléments qui font et qui permettent de dire c'est un film d'auteur. Alors, le problème du cinéma... Donc là, en fait, on touche l'art, en fait, la patte. Oui, mais le cinéma d'auteur, le problème, c'est que on lui a collé une étiquette de cinéma élitiste, exigeant. C'est somme toute ce cinéma-là qui fait la programmation des grands festivals aujourd'hui. Que ce soit Cannes, Venise, Locarno, Saint-Sébastien, Berlin, c'est du cinéma d'auteur. Donc on l'a opposé à un cinéma commercial, de divertissement. Mais chacun fait ce qu'il veut, il va au cinéma, et d'autant qu'on s'aperçoit, peu de gens peut-être le savent, mais une grosse audience d'un film comme Top Gun, Maverick et tout ça, c'est intéressant parce que là, le circuit financier français, une partie des recettes va permettre de créer ou d'aider des films. Donc qu'il y ait 3-4 millions à Maverick, il les faut pour pouvoir sauver des petits films qui n'auront pas d'audience. Alors Cinéphilex fait une programmation dite d'art et d'essai. Donc vous travaillez avec le cinéma Victoria. Voilà. Donc on est hébergé, nos activités sont hébergées par le cinéma Victoria, lequel cinéma a le label art et essai. Et le label art et essai est une classification juridique qui est donnée aux salles qui font la promotion du cinéma indépendant. Donc on voit, par la programmation du Victoria, on voit la différence de la programmation d'Étoiles du Lac. Oui, tout à fait. Vous voyez, quand bien même c'est la même direction, Madame Roupios, bien sûr. Mais voilà, donc en plus au Victoria, tous les films sont en version originale quand il s'agit de films étrangers. Et donc notre association, dans ce cadre de cinéma d'art et d'essai, donc promeut donc ce cinéma-là, plus le cinéma de recherche, plus le cinéma de patrimoine. Et on est très attaché à ce cinéma de patrimoine. Et toutes les 6 semaines, 7 semaines, on fait un cycle d'un auteur, comme on aura Gavaldon, par exemple, au mois de juillet, où on programmera dans le patrimoine La Maman et la Putain de Jean Eustache, qui sont des films qui appartiennent au patrimoine, à l'histoire du cinéma. Et nous, dans notre optique, il nous semble pouvoir apprécier un film actuel parce qu'on est capable d'avoir des références du cinéma du passé. Et ce qu'on reproche souvent, en tous les cas, bon, c'est difficile à dire, mais c'est le manque de curiosité quand bien même. Parce qu'on a des films, certes, un peu exigeants, un peu difficiles, mais on essaye de les faire passer au milieu de films grand public, comme on dit, qui permet... mais on peut aller au cinéma pour se divertir, on peut aller pour réfléchir aussi. Donc c'est aussi une manière pour vous de donner la possibilité aux spectateurs de voir peut-être quelque chose d'un peu différent, c'est certainement. Il n'y avait pas... Cinéphilex a fêté ses 7 ans au mois d'octobre. Il n'y avait pas de programmation de cycle patrimoine au cinéma victorien. Et notre troisième, hormis la programmation habituelle, la programmation patrimoine, notre troisième pilier, c'est une programmation d'un film pour lequel nous avons un invité, comme nous le ferons mercredi soir. Alors justement, on peut aussi peut-être en parler, c'est-à-dire que vous avez parlé un peu aussi comment les choses se passent, c'est-à-dire que vous avez sélectionné le film de Gilles, et Lydie Kozak qui est présent. Comment ça se passe d'une manière concrète? Alors concrètement, tout film que nous proposons à nos adhérents, c'est des films qui ont été vus par les membres du conseil d'administration de Cinéphilex. Il suffit qu'il soit vu par 1, 2, 3 personnes, mais on sache ce qu'on va proposer. Et donc, par un contact que j'avais vu avec vous m'aviez parlé de Zépon, donc je vous ai dit on va le visionner s'il nous intéresse, ou censé intéresser aussi un public, on le prendra dans notre programmation. Donc, le président et moi-même l'avons visionné, il nous a intéressés,
parce qu'il y avait un regard neuf. C'est vrai que le cinéma d'outre-mer est très peu présent, en fait. Et les gens connaissent Outre-mer parce qu'ils y vont aussi en congé. Il y a un côté un peu exotique. Et on s'est dit, il faut qu'ils voient qu'il y a une vision d'Outre-mer qui peut être différente du cliché exotique, touristique. Et ce film rentre justement dans cette catégorie-là, selon moi. Alors Gilles, peut-être que vous pouvez aussi nous parler de la vision de Zépon aussi, de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez aussi voulu transmettre à travers cette fiction ? On va revenir au point de départ. En fait, c'est juste l'envie de raconter une histoire. Voilà, enfin, Zépon, ça raconte l'histoire d'un homme qui, à la suite d'un pari, joue sa fille sur un combat de coq. Voilà, il y a... En tout cas, mon envie première est de raconter une histoire. Là. Après, derrière, il y a effectivement cette volonté de partager en fait une culture. C'est aussi une fenêtre ouverte sur la culture créole, sur les Antilles, sur la mentalité en fait des gens, sur voilà en fait. Alors, je tiens à dire aussi que voilà, l'histoire elle lorgne un petit peu du côté du conte, parce que en fait, il y a quand même 2-3 personnes qui m'ont dit non mais c'est vrai, ils jouent leur fille. Non, ils ne jouent pas leur fille, c'est du cinéma. Mais voilà, après ça repose en fait sur quelque chose qui existe, c'est-à-dire le combat de coq, qui est au même titre que la tauromachie en fait, est quelque chose en fait est rentré dans le domaine de la culture et est toléré parce que ça fait partie du patrimoine culturel, de la même manière qu'il y a encore des combats de coq dans le nord de la France. Voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était pas tant le combat de coq, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'ambiance, la vie, les gens. Et je crois que ce film, en fait, donne une vision aussi des Antilles. Et puis voilà, c'est Dominique qui a parlé de effectivement sortir de la carte postale. En fait, voilà, mon ambition, c'était de sortir de la carte postale, et c'est en ça aussi sur lequel je me suis appuyé. Enfin, je me suis appuyé sur mon expérience de documentariste, en tout cas pour sortir comme ça des clichés, des cartes postales, et donner à voir une autre vision des Antilles. C'est-à-dire que ne venez pas voir ce film si vous espérez voir en fait des plages et des cocotiers, il n'y en a pas. Ah bon ? Non, il n'y en a pas. Bon, en tout cas, c'était aussi la vision du premier événement de l'épicerie culturelle du territoire, enfin, et qui existe grâce aussi avec votre concours de ce film et la galerie S, qui se situe 2 rue des Bains, S by Exit. C'était aussi l'idée de montrer, c'est-à-dire que effectivement, on va voir un film, Zépon, et pour ceux qui veulent en connaître un peu plus, en voir un peu plus aussi, je trouve que voilà, on avait choisi de montrer le travail Gilles aussi à travers ce qu'il fait aussi bien ses photos, que c'est son art visuel, puisque c'est des photos, c'est un mix média. Qu'est-ce que tu peux en parler? À côté de mes activités de réalisation, effectivement, enfin, je suis. Alors, j'ai eu du mal à trouver en fait une définition. En fait, voilà, parce qu'on dit généralement plasticien. Je trouve ça moche, plasticien, artiste. Je trouve ça très prétentieux. Et récemment, en fait, en remplissant un dossier pour une demande de résidence aux États-Unis qu'il fallait faire en anglais, voilà, en fait, le mot anglais c'est visual artist, donc artiste visuel. Alors paradoxalement, j'ai moins de mal à dire, ça va être le côté anglais, j'ai moins de mal à dire visual artist qu'artiste visuel. Enfin, voilà, enfin, après, quand on me demande, plus généralement, je dis je raconte des histoires. Voilà, je raconte des histoires en faisant des films, des photos, de la peinture, du graphisme. J'aimerais bien qu'un jour, ça soit aussi en musique. On n'en est pas encore là, mais voilà, mais j'y travaille. Et donc voilà, donc à tout seigneur, tout honneur, merci l'épicerie culturelle du territoire, parce que voilà, en fait, c'est voilà, ça donne l'occasion, en tout cas, de présenter un petit peu l'étendue de mon travail. C'est-à-dire qu'à la fois, sur une semaine, il y aura ces trois projections au Victoria de Zépon, la fiction, et puis il y aura cette expo qui va présenter un panel de mon travail, que ce soit photographique, graphique, voilà, un mélange. Alors, on peut peut-être rappeler les dates et les horaires. Donc, Zépon aura lieu au Victoria le mercredi 15 à 20h. Alors, donc, soirée, présentation du film, projection, et ensuite débat entre Gilles et les spectateurs. Puis il y a 2 autres projections, le vendredi 17 et le mardi à 18h30. Voilà, et vérifiez les horaires. Et le mardi 21 ils sont connus à 16h. La dernière minute, mais le mardi, ça sera 16h sans doute, et vendredi, vérifiez les horaires sur Internet de la salle. S'il peut y avoir quelques minutes d'écart.
Et parallèlement à ça, vous pouvez aussi découvrir donc l'exposition qui s'appelle Catalogue à la galerie S by Exit aux 2 rue des Bains du 17 juin au 30 juillet. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, Anya, tu as peut-être... Anya, il sera. Anya, elle a des grands regrets parce qu'elle va pas pouvoir voir le film, mais j'irai voir l'expo. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi. Alors pour tous ceux et celles qui souhaiteraient écouter l'émission, il y a un podcast qui sera disponible sur la page YouTube de Radio Grand Lac. Merci à Jean-Pierre aussi à la technique. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, de l'épicerie culturelle du territoire ou de Radio Grand Lac merci à vous d'aimer et de partager. Et on se retrouve, nous, le lundi 30 juin, même jour, même horaire, pour une nouvelle émission. À très bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.